Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans ce webinaire. Alors, webinaire aujourd'hui qui portera sur les avantages en nature et les frais professionnels. Donc, la gestion de ces deux types de frais particuliers vis-à-vis de nos salariés. Donc nous sommes représentés, nous avons une représentation du Synésie avec nous aujourd'hui par Maxime Briolet, qui est juriste au Synésie. Est-ce que tu veux dire quelques mots ? Ce sera du coup le dernier webinaire de l'année organisé par le Synésie et le cabinet Cordigny Avocat. Pour information, on reviendra pour des webinaires à partir de février 2023, peut-être dans une forme repensée. Et donc effectivement, le webinaire de ce jour sera consacré aux avantages en nature et aux frais professionnels. Il sera co-animé par Camille Charousset, Clara Gassio, avocate au cabinet Cordigny Avocat, et moi-même. Et à l'instar des autres webinaires, comme d'habitude, vous pouvez intervenir en posant des questions, si possible dans le même onglet. Donc, on avait pris l'habitude d'utiliser l'onglet discussion. Et pour que votre question soit visible à tous, vous pouvez cocher l'onglet, je crois que c'est un onglet, l'onglet tout le monde, avant de remplir et d'envoyer votre question. Comme ça, elle sera visible par tous et on pourra échanger sur vos interrogations. On essaiera du coup au fil du webinaire de répondre à la fin de chaque section et on aura un temps consacré à la fin du webinaire pour y répondre. Si jamais on n'arrivait pas à répondre à l'intégralité de vos questions, comme d'habitude, on recenserait du coup les questions récurrentes. On y répondra dans le support qui vous sera adressé en même temps que le lien du replay du webinaire qu'on vous adresse à l'issue de chaque webinaire. Et pour rappel, vous pouvez trouver tous les webinaires précédents de l'année et même avant sur notre site internet quand vous êtes connecté en tant qu'adhérent. Parfait. Je vais maintenant laisser la parole. Merci beaucoup pour ces rappels, Maxime. Nous pouvons entrer dans le vif du sujet et nous allons commencer par une distinction qui est importante entre justement ce qui est un avantage en nature et ce qui constitue un frais professionnel. Alors, le partage est un peu compliqué. Ça y est, nous y sommes. Alors, important pour nous de rétablir cette distinction entre ce qui constitue un frais professionnel et un avantage en nature, parce qu'en fait, leur prise en compte sera différente à la fois en matière de rémunération et de charges sociales. Donc, c'est très important pour vous de pouvoir identifier, donc la frontière n'est pas toujours très évidente, ce qui constitue un avantage en nature et ce qui constitue un frais professionnel. Donc, les frais professionnels, ça correspond à des dépenses qui sont engagées par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle. Donc là, pour le coup, comme leur nom l'indique, ça doit avoir un caractère professionnel, ça doit être lié à l'activité professionnelle, aux fonctions du salarié. Et justement, parce que c'est lié aux fonctions du salarié, ces frais doivent être remboursés par l'employeur, parce qu'évidemment, le salarié qui travaille ne doit pas engager des frais pour travailler. Les avantages en nature, c'est différent, puisque là, ce sont des avantages, donc des biens et des services qui sont fournis par l'employeur pour des besoins personnels du salarié. Pourquoi c'est un avantage ? Parce que ces biens ou ces services sont fournis soit gratuitement par l'employeur, soit moyennant une participation inférieure à leur valeur réelle. Donc là, vous voyez que pour le salarié, il y trouve un intérêt à cet avantage en nature parce qu'il va le payer moins cher que dans la vraie vie, voire pas du tout, pour ses besoins personnels. Donc là, c'est normalement déconnecté de l'activité professionnelle. Ça va être par exemple, je bénéficie d'un logement de fonction dans lequel je vis avec ma famille, mes enfants, donc ça répond à un besoin personnel et l'employeur ne me fait pas payer ou à une redevance très faible, inférieure à sa valeur réelle. Et là, on va être sur l'avantage en nature, puisque ça répond à des besoins personnels. Donc, gardez bien cette différence à l'esprit tout au long du webinaire. Professionnel, besoin de l'activité professionnelle, et avantage, c'est pour des besoins personnels. Donc, vous allez voir que parfois, ce n'est pas évident. Par exemple, pour les titres restaurants, cette distinction n'est pas forcément évidente puisqu'il peut les utiliser à la fois pour des besoins personnels, pour faire ses courses,
Et à la fois, ça reste un frais professionnel, puisqu'il n'y a droit que dans le cadre de son activité professionnelle, si ses horaires couvrent ceux du repas. Vous voyez, parfois, cette distinction n'est pas tout à fait évidente. Alors, commençons par les avantages en nature, donc ceux qui répondent à des besoins personnels du salarié. On va commencer par une présentation générale sur ce que sont les avantages en nature, sur les deux modalités d'évaluation des avantages en nature. Et puis ensuite, on vous fera une petite typologie des principaux avantages en nature que vous pouvez fournir à vos salariés. Il peut y en avoir d'autres, hein, on n'a pas vocation à être exhaustif dans ce webinaire, mais là, on va vraiment vous présenter les principaux et leur régime. Clara, qu'est-ce qu'un avantage en nature? À qui ça s'applique? Alors, donc je reprends la suite. Alors, avantage en nature, comme vous l'a présenté Camille, donc c'est des biens ou des services qui sont fournis aux salariés de l'entreprise gratuitement par l'employeur ou moyennant une participation du salarié qui est inférieure à la valeur réelle. L'objectif de l'avantage en nature, et ce qui va permettre de différencier des frais professionnels, c'est en fait la réalisation d'économies de frais que le salarié aurait dû normalement supporter. Et c'est l'employeur qui va lui permettre justement de faire cette économie. Et c'est là où ça va avoir la qualification d'un avantage. Concernant le champ d'application, sont concernés tous les travailleurs salariés et tous les travailleurs assimilés à des salariés affiliés au régime général. Ensuite, concernant l'évaluation en matière de rémunération. Donc, l'avantage en nature constitue un élément de rémunération. Il peut soit être en complément de la rémunération en espèces, mais il y a également une possibilité de faire une rémunération qui sera totalement faite d'avantages en nature, à la condition que l'évaluation de ces avantages en nature permet aux salariés d'avoir le salaire minimum qu'ils devraient avoir. Donc l'avantage en nature est également soumis à charge sociale et il doit apparaître sur une distingue sur le bulletin de paie. Pour apprécier si un salarié a bien perçu la rémunération à laquelle il peut prétendre, il convient d'évaluer l'avantage en nature et cette évaluation ne peut que se faire par le contrat de travail ou la convention collective. Si le contrat de travail ou la convention collective ne détermine pas l'avantage en nature, alors celui-ci ne peut pas être évalué dans le salaire pour savoir si le salarié a bénéficié du salaire minimum. Ensuite, concernant les obligations de l'employeur quant à l'attribution d'avantages en nature. Finalement, ces obligations vont être différentes selon la source de cet avantage. C'est-à-dire que l'avantage en nature peut découler soit de dispositions conventionnelles, conventions collectives nationales, de branche ou accords collectifs d'entreprise, ou d'avantages issus de dispositions contractuelles, du contrat de travail du salarié, ou issus d'un usage. Donc, légitimement, si l'avantage est issu de dispositions conventionnelles, l'employeur a l'obligation d'attribuer l'avantage à tous les salariés qui peuvent y prétendre et l'attribution de l'avantage peut être subordonnée à des conditions particulières auxquelles seuls certains salariés répondent sous respect du principe d'égalité de traitement, bien sûr. Enfin, l'employeur ne peut unilatéralement modifier les conditions d'attribution ni supprimer l'avantage sans respecter les conditions de dénonciation de l'accord. Si l'avantage découle de dispositions contractuelles, du contrat de travail entre l'employeur et le salarié, là encore, l'employeur a l'obligation d'attribuer l'avantage au salarié et s'il veut le supprimer, il conviendra d'obtenir l'accord du salarié. Et enfin, s'il est issu d'un usage, là, l'employeur doit l'attribuer à l'ensemble des salariés qui relèvent de la catégorie du personnel qui est visé par l'usage et l'employeur ne pourra unilatéralement modifier les conditions d'attribution ni le supprimer sans respecter les règles de dénonciation d'usage qui sont l'information individuelle du salarié, l'information du CSE et le respect d'un délai de présence. Enfin, il faut aussi rappeler que toute suppression qui est décidée unilatéralement peut être analysée comme une sanction pécuniaire qui est prohibée. Il faut vraiment faire attention à toutes ces règles en fonction des sources qui permettent qui sont le fondement de l'avantage. Là, ce sur quoi on aimerait attirer votre attention, c'est vraiment sur le fait que l'avantage en nature, c'est un élément de la rémunération du salarié. Donc, à partir du moment où vous attribuez un avantage en nature au salarié,
c'est très difficile à remettre en cause. Et si c'est un élément de rémunération individuel qui n'est prévu ni par un usage ni par une convention collective, par défaut, ça devient un élément contractuel, en fait, qui fait partie du socle contractuel du salarié, puisque c'est un élément de rémunération. Donc, faites très attention sur les avantages en nature, sur leur remise en cause. Par exemple, un salarié qui va avoir je vous donne l'exemple du logement de fonction, un logement de fonction depuis 15 ans, vous ne pouvez pas du jour au lendemain, parce que vous avez besoin des locaux, par exemple, ça nous arrive, lui faire quitter le logement de fonction et lui supprimer son avantage en nature. Ça, c'est illégal parce qu'en fait, ça fait perdre au salarié un élément de sa rémunération. Et vous le savez, pour modifier la rémunération, c'est une modification du contrat de travail, donc ça suppose l'accord du salarié. Dans ce type de situation, sur les avantages en nature et leur remise en cause, quand vous n'avez pas d'accord d'entreprise ou pas de décision unilatérale, soyez très prudents et essayez surtout de privilégier la concertation avec les salariés. Enfin, concernant l'assujettissement des avantages en nature aux charges sociales, donc là, vous avez au choix, c'est vraiment au choix, l'évaluation forfaitaire qui est applicable pour les principaux avantages en nature, donc nourriture, logement, véhicules et outils des nouvelles technologies qu'on va vous présenter plus en détail dans les slides suivantes, ou l'évaluation selon la valeur réelle. Donc l'évaluation de l'avantage sur la base d'un forfait, qui constitue une évaluation minimale pour le calcul des cotisations. Cette évaluation forfaitaire est fixée par un arrêté du 10 décembre 2002 qui, pour chaque avantage, donne un forfait qui va permettre l'évaluation de l'avantage pour le calcul des cotisations. Donc, vous avez toujours la possibilité d'opter pour une évaluation sur la base des dépenses qui sont réellement engagées. Et si justement vous optez pour l'évaluation selon la valeur réelle, donc là l'évaluation va se faire sur la base des dépenses qui sont réellement engagées par le salarié. Et donc on va retenir dans la base de calcul des cotisations la valeur réelle qui va être arrondie à la dizaine de centimes d'euros la plus proche. Et en fait, cette valeur réelle, elle n'est pas déterminée sur la base du prix de cet avantage qui revient à l'employeur, mais sur l'économie réalisée par les salariés qui en bénéficient. Donc, je laisse la suite à Camille concernant la présentation des différents avantages plus en détail. Oui, alors on vous a fait une présentation des principaux avantages que vous pouvez mettre en place. Donc, on a choisi la nourriture, la mise à disposition d'un véhicule de fonction, d'un logement de fonction et tout ce qui concerne la mise à disposition d'outils technologiques type ordinateur, téléphone portable, logiciel, etc. Alors, sur la nourriture, quand est-ce que c'est un avantage en nature? C'est quand vous allez mettre à disposition de la nourriture, donc des repas, soit de manière gratuite, soit avec une très faible participation du salarié au repas. Donc là, vous avez la possibilité de passer par une évaluation forfaitaire en application de l'arrêté du 10 décembre 2002 qui a été présenté par Clara. Et cet avantage, il est évalué par l'URSSAF de façon forfaitaire en 2022 à 5 €. Donc, en fait, pour tout repas que vous donnez gratuitement à votre salarié, l'URSSAF va considérer que vous lui faites bénéficier d'un avantage égal à 5 €. Donc, c'est là-dessus que vous paierez des charges sociales, c'est sur 5 €, donc à peu près, vous voyez, 2,50 € de charges par repas. Je prends des charges sociales à 50%. Donc, 5 € par repas, 10 € par jour, puisqu'on considère qu'il y a des repas dans la journée. Peut-être que ce montant sera révisé en 2023, donc ça, annuellement, si vous avez des avantages en nature, vérifiez bien le montant des évaluations forfaitaires parce que ça change tous les ans. En général, vos prestataires de paie, ils le savent, ils les mettent à jour. Mais si ce n'est pas le cas, soyez vigilants là-dessus. Donc, si le salarié participe au prix de son repas, bien sûr, je les soustrais des 5 €. Donc, par exemple, un salarié qui va payer un repas 3 €, mon avantage en nature portera sur 5 moins 3, 2 €. Il y a une exception, en tout cas une tolérance URSSAF qui existe, c'est pour les repas qui sont pris en cantine, en restaurant d'entreprise ou inter-entreprise. Dans ces cas-là, lorsque la participation du salarié est relativement importante, c'est-à-dire au moins égale à la moitié du forfait, donc au moins de 2,50 €, l'avantage en nature peut être négligé. Ça signifie quoi? Ça veut dire que si mon salarié paye 3 € son repas de cantine, je ne vais pas avoir besoin de faire 5 moins 3 égale 2 € et de payer les charges sociales sur les 2 €. Là, vous avez la tolérance URSSAF qui vous dit s'il paye au moins de 50 votre salarié, négligez l'avantage en nature, vous n'avez pas besoin de payer les charges sociales. Donc, c'est intéressant pour vous, cette tolérance, et je crois que ça rejoint la question qui a été posée. Je vais la reprendre tout de suite.
Sur la délégation en matière de restauration. Oui. Donc une ACI qui nous dit que vous avez pour support un restaurant social. Les salariés polyvalents agents de restauration doivent-ils payer leur repas? Si oui, quel est le tarif minimum? Avec mes remerciements. Alors, du coup, pour support un restaurant social, donc je comprends que c'est leur activité, c'est ça? J'ai compris qu'ils avaient dépassé les effectifs, qui leur imposent l'obligation de mettre en place un restaurant. Ça leur... Ah bon? Je ne sais pas. Il faut peut-être préciser. Oui, c'est votre activité. activité. Ok. Donc, pour support un restaurant social, donc c'est votre activité. Du coup, vous n'êtes pas obligé, en tout cas, je ne crois pas que la convention collective vous oblige à fournir des repas gratuits aux salariés polyvalents qui travaillent dans le restaurant. Ça arrive dans certaines conventions collectives, je ne crois pas que ce soit le cas de la vôtre. Donc, ce n'est pas une obligation. Si vous le faites, est-ce que vous pouvez bénéficier de la tolérance URSSAF? J'ai un gros doute là-dessus. Pourquoi? Parce que le restaurant d'entreprise, pour être qualifié de restaurant d'entreprise, il faut qu'il soit exclusivement à destination des salariés. Or là, c'est votre activité. Et donc, ce n'est pas qualifiable, à mon avis, de restaurant d'entreprise, puisqu'il y a d'autres personnes extérieures à l'entreprise qui en profitent. Donc, je pense que si vous attribuez un repas, là, vous êtes dans le cadre de l'avantage en nature. Et donc, s'il y a une participation des salariés polyvalents, il n'est pas. Voilà. S'il y a une participation des salariés polyvalents, vous la déduisez des 5 €, mais par contre, vous êtes quand même dans le cadre de l'avantage en nature. Je vous donne un exemple assez récent de redressement URSSAF, justement pour les salariés qui travaillent dans des EHPAD. Quand ils peuvent déjeuner et bénéficier de la restauration de l'EHPAD, donc à destination des personnes âgées, l'URSSAF considère que c'est un avantage en nature et que ce n'est pas un restaurant d'entreprise, parce que c'est un restaurant collectif qui bénéficie à la fois aux usagers de l'EHPAD et à la fois aux salariés. Donc, faites attention, la qualification de restaurant d'entreprise, c'est vraiment du 100% salarié. J'espère que ça répond à vos questions. Voilà pour le repas. Pour le prochain avantage, c'est le véhicule. Donc là, c'est la mise à disposition d'un véhicule de fonction. Donc, pour que ce soit un avantage en nature, évidemment, il faut qu'il puisse être utilisé par le salarié à des fins à la fois professionnelles et à la fois personnelles. L'avantage en nature, c'est l'utilisation personnelle. Donc là, vous avez le choix. Vous pouvez faire une évaluation forfaitaire, une évaluation sur la base des dépenses réellement engagées. Sincèrement, je vous conseille l'évaluation forfaitaire. C'est beaucoup plus simple à calculer pour vous que de devoir conserver toutes les factures, absolument tout vérifier en matière d'utilisation personnelle. C'est vraiment un casse-tête. Ayez recours à l'évaluation forfaitaire. On ne vous a pas tout repris dans le détail sur l'évaluation. On vous a mis les liens du bulletin officiel de la sécurité sociale qui détaille vraiment tout. Vous voyez, dans chaque encart, vous n'avez qu'à cliquer et vous allez vraiment trouver le détail dans le bulletin officiel de la sécurité sociale qui reprend vraiment le régime de chaque avantage en nature un par un. Et ce bulletin officiel de la sécurité sociale, c'est opposable à l'URSSAF. Donc surtout, n'hésitez pas à l'utiliser, parce qu'après, si l'URSSAF vient vous contrôler, vous pouvez dire, je l'ai lu dans le bulletin officiel de la sécurité sociale, et là, c'est inattaquable par l'URSSAF. Donc ça, c'est vraiment la source privilégiée pour vous sur les avantages en nature et les frais professionnels. On vous a juste donné un exemple. Un véhicule acheté depuis moins de 5 ans sans prise en charge du carburant, l'avantage en nature va s'élever à 9% du coût d'achat. Bien sûr, l'avantage en nature est négligé si vous avez des restrictions justement de l'usage personnel du véhicule par le salarié. Par exemple, s'il doit vous restituer tous les week-ends ou pendant ses temps de repos, clairement, son usage personnel il sera quand même très limité à la journée, aux journées travaillées en fait, et pas au week-end. Donc, dans ce cas-là, vous aurez le droit de négliger l'avantage en nature. Idem, si vous demandez une contribution financière à votre salarié pour ce véhicule, qui est soit supérieur au montant réel, soit au montant forfaitaire. Dans ce cas-là, votre avantage en nature peut être négligé si on se rend compte que la participation du salarié est supérieure ou égale à l'évaluation forfaitaire. Je vois une autre question. Ok, super. Sur le logement de fonction, c'est à peu près la même logique que pour le véhicule de fonction. Donc, ça consiste à mettre à disposition de façon gratuite un logement de fonction ou de demander une très faible participation aux salariés qui n'est pas assimilable à un loyer. Donc, ça arrive qu'on demande quand même une participation du salarié, parfois aux charges simplement,
Donc voilà, si pour 60 mètres carrés, ils payent 200 €, clairement, vous voyez bien que là, on a un avantage en nature. Je parle de la région parisienne, bien sûr. Sur l'évaluation d'avantages, donc là, c'est pareil, le choix, c'est forfaitaire ou réel. Là aussi, pareil, on vous conseille le forfaitaire. Et forfaitaire, ça va être lié à 2 critères. Le nombre de pièces de l'appartement ou du logement qui est mis à disposition et le salaire perçu par le salarié. Donc, à partir de ça, vous allez avoir un tableau, nombre de pièces, tranche de rémunération, vous croisez les deux et vous avez le montant forfaitaire d'évaluation. Donc, par exemple, un salarié qui a une rémunération inférieure à 1 714 €, son avantage logement, c'est de 38,70 € par pièce. Donc, s'il a 3 pièces, il fait 38,70 fois 3, et c'est le montant qui sera soumis à charge sociale. L'avantage en nature, il est négligé dans 2 cas potentiellement, quand il y a un usage partiellement professionnel du logement. Donc, si c'est un logement mixte à la fois pour qu'il y travaille et à la fois pour qu'il y vive, dans ce cas-là, vous allez pouvoir négliger l'avantage en nature et bien indiquer à l'URSSAF les pièces qui sont réservées à l'usage professionnel. Et idem, si la redevance ou le loyer payé par le salarié est égal ou supérieur au montant forfaitaire d'évaluation d'avantage. Si on reprend notre exemple des 3 pièces, vous voyez 38,70 fois 3, je ne sais pas combien ça donne, à peu près 40 fois 3, 120. Vous voyez, si votre salarié il paye plus de 120 € en termes de redevance ou de loyer, vous allez pouvoir négliger l'avantage en nature parce que la redevance ou le loyer du salarié est égal au montant forfaitaire. Et enfin, la mise à disposition d'outils issus des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc, c'est tout ce qui concerne ce que je vous disais, les téléphones, les ordinateurs, etc. C'est un avantage en nature quand vous autorisez les salariés à faire un usage privé de ces outils informatiques et technologiques. Donc, à partir du moment où ils peuvent utiliser leur ordinateur professionnel ou leur téléphone professionnel pour leur usage privé, le ramener chez eux le week-end, appeler leur famille, utiliser l'abonnement, etc., ça devient normalement un avantage en nature, qui n'est pas forcément facile à calculer. Donc là aussi, on vous ouvre la possibilité de faire une évaluation forfaitaire qui s'élève à 10% soit du coût d'achat, non, c'est du coût d'achat, je pense, et du coût annuel de l'abonnement. Donc, si vous payez 100 € d'abonnement par an pour le forfait téléphone, vous voyez qu'il y a 10% qui sera considéré comme un avantage en nature, donc 10 €. Si vous voulez que l'avantage en nature, pour le coup, soit négligé, il faut que les salariés ne puissent pas en faire un usage privé. Et dans ce cas-là, il faut pouvoir apporter à l'URSSAF un document qui va mentionner que tous les matériels, logiciels, abonnements, etc. sont destinés à l'usage professionnel. Donc là, n'hésitez pas, si vous voulez que ce soit le cas, si vous voulez éviter justement des contrôles URSSAF et des réintégrations d'avantages en nature, à faire une charte informatique et à réserver tous les outils pour un usage exclusivement professionnel. Voilà pour les principaux avantages en nature. Je ne sais pas, apparemment, vous n'avez pas spécifiquement de questions sur le sujet. J'en ai pas eu. Je ne sais pas si c'est bon signe, mais on va se dire que oui. Et ça va nous amener vers les frais professionnels sur lesquels vous aurez peut-être plus de questions parce que vous y êtes forcément confrontés. Alors que les avantages en nature, ce n'est pas forcément pas nécessairement le cas. Donc, je reprends la main. Donc, encore une piqûre de rappel sur la définition des frais professionnels, mais c'est vrai que c'est quand même important pour pouvoir la différencier. Donc, il faut vraiment réunir les deux critères qui sont cumulatifs. C'est donc une charge qui est inhérente à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié et qui est supportée par le salarié au titre de l'accomplissement de ses missions pour l'entreprise. Donc là, l'objectif des frais professionnels, c'est vraiment le remboursement de dépenses qui sont engagées par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle. Alors que c'est vrai que l'avantage en nature, comme on vous l'a expliqué, c'est vraiment pour ses besoins personnels et c'est la réalisation d'une économie. Concernant le champ d'application des règles, donc sont concernés tous les travailleurs et tous les travailleurs qui sont assignés à des salariés affiliés au régime général. Donc là, ça ne change pas, on est sur le même champ d'application pour l'avantage en nature. Concernant les modalités d'indemnisation des frais professionnels et les justificatifs.
Donc là, on a deux options, encore une fois, c'est au choix. Soit on fait un remboursement sur la base des dépenses qui sont réellement engagées, soit un remboursement sous forme d'allocation forfaitaire. Si vous optez pour un remboursement sur des dépenses réelles, là, vous aurez l'obligation de produire des justificatifs. Et ces justificatifs devront être suffisamment précis. Par exemple, si vous êtes sur le cadre d'un frais professionnel qui est donc l'utilisation de la voiture personnelle, il faudra par exemple présenter des notes de frais de station-service, des dépenses de carburant ou l'assurance d'entretien, les péages. Il faut vraiment démontrer également que les frais en cause ont été exposés dans l'intérêt de l'entreprise et ne sont pas non plus d'un niveau exagéré. Enfin, si vous optez pour un remboursement sous forme d'allocation forfaitaire, là, vous avez une présomption, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'amener des justificatifs. À partir du moment où vous restez dans les limites qui sont fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002 qu'on vous présentera, ils sont présumés utilisés conformément à leur objet et donc ils sont exonérés de cotisations sociales. Oui, alors vous amenez quand même les factures, regardez et conservez évidemment toutes les factures. Effectivement, c'est moins exigeant grâce à cette présomption dans la mesure où le caractère professionnel de la dépense est présumé. Donc, vous allez avoir beaucoup moins d'exigences de la part de l'URSSAF, d'aller dire pourquoi le déplacement était professionnel, quel client il allait voir, combien de kilomètres il a fait, etc. Là, vous avez vraiment sur les dépenses réelles un niveau d'exigence très important en termes, par exemple, sur la voiture, vraiment du nombre de kilomètres effectués, de l'intérêt professionnel et même de la nécessité professionnelle des déplacements. Donc, pour vous, c'est beaucoup plus exigeant. Donc, là encore, l'allocation forfaitaire vous permet un peu de simplifier, justement, en termes probatoires vis-à-vis de l'URSSAF. Ça, on le verra peut-être sur les repas aussi. On va parler des repas, justement. Ensuite, si vous faites le choix justement du remboursement sous forme d'allocation forfaitaire, donc ce que disait Camille, c'est que vous avez une absence de justificatif de ces frais si l'allocation ne dépasse pas les limites d'exonération. Donc, comme on le disait, il y a une présomption du caractère professionnel des dépenses si vous respectez ces limites, mais à la condition que les circonstances du fait correspondent justement à celles qui sont prévues par la réglementation pour chaque frais professionnel. Ensuite, si en revanche, vous vous retrouvez dans la situation où les allocations sont supérieures aux limites qui sont fixées par les exonérations, là, dans ce cas, vous devriez justifier leur utilisation conformément à leur objet pour obtenir l'exonération de la fraction excédentaire. Et si vous n'arrivez pas à établir ces circonstances de fait, là, la sanction est quand même assez rude puisqu'il y a une réintégration de l'allocation versée dans l'assiette des cotisations dès le premier euro. Donc finalement, la fraction qui est inférieure aux limites d'exonération ne sera même plus exonérée des cotisations sociales. Et si en revanche les circonstances de fait sont établies, la fraction qui excède les montants prévus par l'arrêté est exclue de l'assiette des cotisations dans la mesure où vous avez démontré que l'allocation a été utilisée conformément à l'objet en provision des justificatifs. Ensuite, les titres restaurants. Je te laisse, Camille. Oui, on va voir du coup les différents types de frais professionnels et puis on va essayer de répondre à la question qui a été posée. D'abord sur les repas, on commence toujours par les repas. Les titres restaurants, donc ça c'est un frais professionnel qui est particulièrement apprécié par vos salariés, qui est très intéressant pour vous aussi du point de vue des exonérations de cotisations sociales. Donc, on voulait rappeler qu'évidemment, ils étaient facultatifs pour l'employeur, qui peut les mettre en place par accord ou par décision unilatérale. Et les titres restaurants ne peuvent être attribués qu'au personnel dont les horaires de travail couvrent l'interruption utilisée habituellement pour prendre un repas. Donc, très clairement, quelqu'un qui va commencer son travail, son service en début d'après-midi ne va pas avoir droit à un titre restaurant du point de vue de l'URSSAF puisque son horaire de travail ne couvre pas un repas. Donc, il faut qu'il soit sur la tranche que vous utilisez habituellement pour prendre un repas, 11h30, 14h, que son horaire couvre vraiment toute cette plage-là pour que vous puissiez démontrer à l'URSSAF que l'attribution du titre restaurant est justifiée pour le salarié. Donc, liberté pour l'employeur sur l'attribution des titres restaurants, sous réserve quand même de respecter l'égalité de traitement. Donc, par exemple, n'attribuer des titres restaurants au cadre de votre entreprise,
Là, ce n'est pas justifié par un motif objectif qui expliquerait que les cadres aient davantage droit au titre restaurant que les non-cadres. Donc, faites attention si vous faites des distinctions entre les salariés, que vous puissiez avancer vraiment des explications objectives et pertinentes. Par exemple, s'il y en a qui ont accès au restaurant d'entreprise et d'autres qui sont trop éloignés pour avoir accès au restaurant d'entreprise, là, c'est une explication pertinente. Je veux dire, eux, ils sont à plus de 10 km, ils ne peuvent pas venir déjeuner à la cantine le midi. Donc, en compensation, ils vont pouvoir percevoir des titres restaurants. Et un autre exemple, c'est par exemple l'exclusion des salariés dont la résidence est située dans la commune du lieu de l'entreprise. Donc là, je pense que c'était aussi parce qu'ils avaient accès à la cantine de l'entreprise. Les exonérations de charges sociales, c'est 2 conditions pour pouvoir bénéficier des exonérations. Il faut que la contribution de l'employeur au titre restaurant soit comprise entre 50 et 60% de la valeur du titre. Donc, si votre titre restaurant il valent 10 €, il faut que vous payiez entre 5 et 6 €. Et qu'elle n'excède pas 5,92 €, ça ne peut pas être 6 du coup, pour les titres restaurants émis entre le 1er septembre et le 31 décembre 2022. Donc, vous avez toujours un plafond sur les titres restaurants. Allez voir sur le site de l'URSSAF, sur le BOSS, pour savoir quel est ce plafond. Voilà pour les tickets resto. Sur les repas pris qui résultent d'une obligation professionnelle, là, c'est une situation assez particulière où, en fait, vous fournissez un repas aux salariés parce que, par nécessité de service, ils sont obligés de prendre le repas avec les personnes dont ils ont soit la charge éducative, sociale ou psychologique. Dans ce cas-là, la présence du salarié au moment des repas va résulter d'une obligation professionnelle. Ça fait vraiment partie de leur fonction. Donc, par hypothèse, c'est du temps de travail effectif aussi. Donc, dans votre projet social, vous allez dire, voilà l'intérêt de prendre des repas avec les personnes qu'on accueille. Par exemple, je pense que ça peut arriver avec les salariés polyvalents. Ça fait partie de nos projets sociaux. Et là, dans ces cas-là, ça peut constituer un frais professionnel. Mais il faut que ça figure soit dans le projet pédagogique ou éducatif de l'établissement, soit dans un document de nature contractuelle, notamment le contrat de travail. Et l'URSSAF redresse beaucoup sur la question quand vous n'êtes pas en mesure de justifier que vraiment la prise du repas a un intérêt social et fait partie inhérente des fonctions du salarié. Ce serait le cas, par exemple, d'un encadrant qui serait sur un chantier où sa présence serait impérative et où il serait expressément indiqué qu'il doit rester à la disposition, en tout cas, de l'employeur, même si l'employeur n'est pas présent physiquement sur le chantier. En tout cas, il ne puisse pas vaquer à ses occupations pendant la pause déjeuner en raison du fait qu'il doit s'occuper d'un certain public, du coup, de salariés polyvalents qui ne pourraient pas, eux, aller vaquer à leurs occupations pendant la pause déjeuner et dont la présence de l'encadrant serait impérativement nécessaire. Tout à fait. Ça nous ramène du coup à la question de Chantal, je crois directement, puisqu'elle paye le panier, donc une prime panier, si je comprends bien, à son ETI sur chantier de 9,90 sur le net, ce qui signifie, je comprends que cette prime n'est pas soumise à cotisation sociale puisqu'elle est payée en bas du bulletin de paie directement sur le net. Donc effectivement, là, je pense qu'on est dans ce cas d'une obligation professionnelle où on n'a pas le choix que de prendre son repas sur le chantier, donc assimilable à un frais professionnel. Donc je pense que effectivement, vous avez la possibilité de le payer sur le net. Alors, on va passer maintenant au remboursement des frais en déplacement professionnel. Donc, avant toute chose, il faut bien distinguer 2 grandes catégories. Les situations de petits déplacements qui vont concerner le cas du salarié qui va être empêché de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail, donc la structure en principe, et qui est contraint de prendre ses repas hors des locaux de l'entreprise, de la structure. Donc, concrètement, ça peut être le cas, comme on le disait, de la situation où les salariés polyvalents vont aller sur un chantier, sauf que le chantier est situé à une distance importante et qu'il est impossible pour eux de regagner ou leur domicile ou la structure pour prendre leur repas. Ensuite, on parle de situations de grand déplacement lorsque le salarié va accomplir une mission professionnelle qui va l'empêcher de regagner sa résidence sous 2 conditions cumulatives. Il faut que la distance qui sépare le lieu de résidence et le lieu de déplacement où va être exécutée la prestation soit au moins égale à 50 km, donc ça peut être le trajet aller ou retour, peu importe, et que les transports en commun
empêche de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1h30. Donc, encore une fois, c'est l'aller ou le retour qui va être pris en référence pour ce critère. Ensuite, dans la catégorie des frais de petits déplacements, on va distinguer deux catégories de frais. L'indemnité pour frais de restaurant, donc là, ça va concerner le cas spécifique où, en raison d'un usage ou de conditions particulières, le salarié va être obligé de prendre son repas au restaurant. Ça ne va pas être la même situation que lorsque le salarié pourra prendre sa pause déjeuner, vaquer à ses occupations, sans être contraint d'aller au restaurant. Dans ce cas-là, on parle d'indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l'entreprise. Donc, typiquement, ce serait le cas, encore une fois, du salarié qui, sur un chantier, serait en déplacement et pourrait, du coup, aller déjeuner en allant chercher dans un supermarché. Et dans ce cas-là, on distingue deux types de remboursement, soit l'évaluation à valeur réelle, donc un remboursement intégral sur présentation du justificatif, donc un ticket de caisse par exemple, et le remboursement des frais réellement exposés n'entrera pas dans l'assiette des cotisations sociales si l'employeur va respecter les conditions qui ont été précédemment énoncées. On a là encore l'évaluation forfaitaire, donc l'autre pendant, qui va permettre, dans le cas de l'indemnité pour frais de restaurant, donc lorsque le salarié est contraint en raison d'activité des conditions particulières de travail d'aller au restaurant, il y aura le versement d'une allocation forfaitaire exonérée de cotisation dans une limite de 20,20 € par repas, donc depuis le 1er septembre 2022. Pour ce qui est de l'indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l'entreprise, l'évaluation forfaitaire, donc le versement de l'allocation forfaitaire, sera exonéré de cotisation dans la limite de 9,90 € depuis le 1er septembre 2022. Donc, c'est le montant auquel faisait référence la question qu'on nous a posée tout à l'heure. Alors, ensuite, concernant du coup les grands déplacements, donc la deuxième catégorie envisagée, on va avoir le même principe, soit l'évaluation de valeur réelle sur les frais qui seront exposés pendant ce grand déplacement, donc un remboursement intégral sur présentation justificative, encore une fois, donc là encore sous les mêmes conditions qui vous ont été exposées en introduction de cette section, ou une évaluation forfaitaire. Alors, le versement de l'allocation forfaitaire sera exonéré de cotisation dans la limite cette fois, donc pour le repas de 20,20 € en 2022 et pour le logement de 69,50 € pour les déplacements à Paris, en Hauts-de-Seine, en Seine-Saint-Denis et au Val-de-Marne. À l'inverse, ce sera 51,60 € pour les autres départements de la France métropolitaine en 2022. Donc, encore une fois, ça peut changer en fonction des années. Donc, il faut vérifier pour chaque année, du coup, si ces montants n'évoluent pas. Ensuite, on va aborder les frais de transport domicile-lieu de travail. Donc, dans un premier temps, les frais de transport public. Pour rappel, l'employeur est bien tenu d'un remboursement partiel de ces frais. C'est le Code du travail qui le prévoit, l'article L 3261-2. Cette prise en charge va porter sur 50% du prix des titres de transport, donc sur la part obligatoire, sauf disposition dans votre structure plus favorable. Et ça s'est subordonné à la remise ou à défaut à la présentation des titres de transport concernés. Donc, s'agissant du régime social, cette participation obligatoire va être exonérée de cotisations et de contributions sociales en ce qui concerne du coup les 50%, donc la prise en charge obligatoire des frais de transport. Et par dérogation, la loi de finances rectificative du 16 août 2022 a augmenté ce seuil d'exonération pour les années 2022-2023 à la prise en charge facultative, donc ce qui va aller au-delà des 50% obligatoires, dans la limite de 25% du prix des titres abonnements. Donc, vous voyez, ça, c'est une possibilité intéressante quand même pour augmenter un peu le pouvoir d'achat de vos salariés sans charge sociale. Ça peut passer aussi par l'augmentation de votre prise en charge du pass Navigo, etc. Parce que vous pouvez aller jusqu'à 75%, sachant qu'il y a une annonce effectivement d'augmentation du prix du pass Navigo. À 84 €. Voilà, de 75 à 84 €. Donc, clairement, pour contrer l'inflation et au moins maintenir un peu le pouvoir d'achat, c'est une possibilité qui est quand même très intéressante. Ils va améliorer leur service. Ensuite, dans un second temps, on va voir les frais de transport personnel. Donc là, il est à noter que le déplacement avec un véhicule personnel du salarié qui va aller de son lieu de domicile au lieu habituel de travail
n'est pas considéré comme un déplacement professionnel. Donc, du coup, le salarié ne peut pas prétendre à des indemnités kilométriques. Toutefois, on va peut-être faire une petite aparté à ce sujet parce qu'on a beaucoup de questions sur le sujet. Dans le cadre où un salarié donc, irait pour suivre une formation ou alors s'il y avait un salon sur injonction de l'employeur, si le salarié devait se rendre à un salon et dans ce cas-là, s'il avait un temps de trajet supérieur au temps de trajet habituel, il est à préciser que l'article 3121-4 du Code du travail prévoit une compensation qui peut avoir lieu en temps de repos, qui peut prendre la forme d'un temps de repos. Et sur le temps où le salarié travaille habituellement, il ne doit pas y avoir de réduction de salaire. C'est une thématique qu'on nous oppose souvent, qui peut poser des difficultés, donc c'était peut-être important de le préciser. Pour revenir du coup aux frais professionnels liés au transport, effectivement, le salarié qui est contraint d'utiliser son véhicule personnel, peu importe qu'il s'agisse d'une voiture ou d'un deux roues, pour des déplacements professionnels, dans le cadre de son activité, il peut y avoir effectivement une clause dans le contrat qui va prévoir des indemnités kilométriques. Et ces indemnités kilométriques sont exonérées de cotisation sur la base du barème fiscal des indemnités kilométriques qui est fixé annuellement par arrêté ministériel. Donc là encore, il faudra se référer au boss du coup, qui fixe du coup le montant en fait par véhicule et par type de véhicule d'indemnité kilométrique que vous pouvez accorder dans ce cas. Ensuite, il est aussi facultatif pour l'employeur de prévoir une prime de transport lorsque le salarié est contraint d'utiliser son véhicule personnel pour se rendre de son domicile à son lieu de travail. Il peut y avoir du coup une prise en charge des frais de carburant ou des prises en charge des frais d'alimentation des véhicules, qu'il s'agit d'un véhicule électrique, hybride, rechargeable ou hydrogène engagé. Donc, à défaut d'accord, ça peut être fait par décision unilatérale de l'employeur après consultation du CSE s'il existe dans votre structure. Cette prime de transport fait l'objet d'une exonération des cotisations dans une limite de 400 € par an et par salarié pour les frais de carburant. L'exonération des cotisations est dans une limite de 700 € par an et par salarié dès lors qu'il s'agit de frais d'alimentation de véhicules électriques. Encore une fois, il s'agit des montants pour les années 2020-2023, donc qui potentiellement pourraient changer ultérieurement. Enfin, il est possible de mettre en œuvre un forfait de mobilité durable. Donc, ça va concerner les salariés qui se déplacent entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, encore une fois, mais en privilégiant les modèles de transport dits à mobilité douce. Il peut s'agir de covoiturage, de vélo, de trottinette électrique, etc. Et du coup, encore une fois, à défaut d'accord par décision unilatérale, l'employeur peut le mettre en œuvre après consultation du CSE s'il existe. S'agissant des exonérations sur le forfait mobilité durable, l'exonération des cotisations se fait à hauteur de 700 €, encore une fois pour l'année 2022 et 2023. Peut-être juste une précision parce qu'on en a beaucoup aussi qui veulent bénéficier de la prime transport pour pouvoir prendre en charge les frais de carburant entre le domicile et le lieu de travail. Vous voyez qu'il faut que le salarié soit contraint d'utiliser son véhicule personnel pour se rendre de son domicile à son lieu de travail. Donc là, en termes de preuves aussi, il faut que vous démontriez qu'il n'a pas d'autre solution. Donc en général, c'est quand même pour des travailleurs qui ont des conditions de travail particulières ou qui sont vraiment dans une zone où il n'y a pas du tout de transport, ou des travailleurs de nuit qui vont venir à 3 h du matin, il n'y a plus de train, il n'y a pas d'autres moyens de se déplacer. Voilà. Et ça, il faut aussi que vous puissiez le démontrer à l'URSSAF en cas de contrôle sur les 400 € par an ou les 700 € par an. Et je conclus ce webinaire sur le télétravail. Donc, on vous a mis le télétravail, l'évaluation de la valeur réelle et l'évaluation forfaitaire. C'est plus simple, la plupart des entreprises, des associations choisissent l'évaluation forfaitaire parce que c'est quand même assez compliqué de faire une évaluation de la valeur réelle de tous les frais qui sont engagés dans le cadre du télétravail. On vous l'a quand même repris parce qu'il y a des sujets intéressants, notamment concernant les dépenses vis-à-vis de l'acquisition du mobilier, notamment si vous prêtez du mobilier à un salarié qui est en télétravail, ça va être considéré, ou même que vous prêtez du matériel informatique,
Ça peut être considéré comme un avantage en nature s'il y a un abandon définitif du mobilier au salarié. C'est-à-dire que si vous donnez, par exemple, un écran d'ordinateur à votre salarié pour qu'il puisse mieux travailler chez lui, avoir un double écran ou quoi que ce soit, et que celui-ci garde cet écran, dans ce cas-là, ça pourrait être considéré comme un avantage en nature. Si vous optez pour donc une évaluation forfaitaire des frais qui sont engagés dans le cadre du télétravail, là, le boss a fixé une allocation par mois qui est donc de 10 € pour un jour de télétravail par semaine, 20 € pour des jours de télétravail, 30 € pour 3 jours, etc. Ou alors, vous pouvez opter également pour une allocation qui est fixée par jour, qui est de 2,50 € par journée de travail, dans la limite de 55 € par mois. Ces montants peuvent être plus élevés si un accord de branche ou un accord de couple est négocié sur le sujet, mais en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Donc, on est resté sur ces montants. Donc, on en a fini sur ce thème. Oui. C'est finalement, j'ai pas l'impression Ouais, on s'attendait à une salve de questions et vous êtes particulièrement calme. N'hésitez pas du coup à nous en poser dans les 5-10 minutes qui restent sur vos avantages en nature et les frais professionnels. Il nous reste un peu de temps, donc c'est l'occasion. Hop. Ou alors c'était très clair. Tant mieux. Tant mieux. Dans ce cas-là, effectivement, ça veut dire qu'on a été. Ça se réveille. Le suspense. Il y a une virgule, hein, donc je pense qu'il y a une suite. Bonjour. Ce qu'on peut peut-être dire, c'est que sur les. Le port. Oui, le support est adressé un peu après le webinaire, à la tenue du webinaire. Il est en général adressé en même temps que le lien de replay qui a lieu pour chacun des webinaires. Et en plus, tous les supports et tous les webinaires peuvent être retrouvés depuis votre espace adhérent sur notre site internet. On a eu sur le question-réponse. Si le télétravail est proposé, mais non imposé, est-ce que le forfait de remboursement de frais est obligatoire? C'est une question récurrente. C'est une très bonne question. Alors, il y a un principe général en droit du travail qui est, c'est ce que je vous ai dit au départ, le salarié qui engage des frais pour l'exercice de ses fonctions ne doit pas le faire sur ses deniers personnels. Donc, c'est un principe général vraiment de remboursement de tout frais engagé par le salarié pour des besoins professionnels. Donc, du fait de ce principe général, le télétravail qui soit proposé ou imposé, normalement, doit faire l'objet d'un remboursement des frais qui peuvent être engagés par le salarié. Il y en a beaucoup qui ne le font pas encore, effectivement, avec une sorte d'accord tacite en disant que c'est ma volonté de télétravailler. Donc, effectivement, je suis capable de prendre en charge le papier, éventuellement la connexion Internet, le chauffage, etc. Mais vous avez quand même un potentiel risque de litige avec les salariés puisqu'ils ne sont pas censés engager des frais pour travailler. Et là, forcément, il y a l'électricité, le chauffage et la connexion Internet. On vous conseille quand même de prévoir un remboursement forfaitaire en télétravail. Et c'est ce qui a été dit par le ministère du Travail aussi. Oui. Ok. Bon, très bien. On peut, je pense, en rester là, du coup, puisque nous n'avons pas davantage de questions. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à ce webinaire. On vous souhaite une très bonne fête de fin d'année, puisque c'est le dernier webinaire de l'année. Et puis, on se retrouvera à partir de février 2023, a priori. On vous tiendra au courant dans tous les cas, notamment par la newsletter ou le signe info, de la tenue du prochain. A priori, vous ne pourrez pas le rater. Bonne journée à tous. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Au revoir.